Sachez que pendant que vous regardez Actu Réfractaire, tu as Cyril Hanouna qui se balade à Paris en voiture de luxe payée par Bolloré. Mais il veut pas montrer sa tête, il veut surtout pas être filmé. Il veut peut-être éviter les polémiques parce qu'il sait que demain sur Actu Réfractaire, on va parler de lui, mais aussi de ses photos compromettantes et de la fin probable de sa chaîne télévisée. Je dis télévisée comme si j'avais 45 ans. Alors je vais rien vous divulgacher, mais ça va être pas mal. Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Réfractaire. Nous sommes le lundi 22 juillet et c'est parti pour la dernière semaine d'Actu Réfractaire avant les 2 semaines de pause estivale. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des élections législatives et on va en parler, comme on en a parlé pendant ces 3 dernières semaines, voilà. Mais là, il n'y a plus grand chose à dire, on touche à la fin. Ces 3 derniers jours, tu as eu des élections internes à l'Assemblée nationale pour se répartir les différents postes. Les grands vainqueurs sont les macronistes qui ont noué une alliance avec les républicains. Alors comme tu le sais, ils ont réussi à obtenir la présidence de l'Assemblée nationale. Ils ont réussi à choper aussi 2 vice-présidences et 6 présidences de commissions sur 8. Les commissions, c'est un nombre réduit de députés qui travaillent thématiquement sur telle ou telle loi pour les peaufiner. Et les Républicains, grâce à cette alliance, ils ont obtenu 2 vice-présidences sur 6 de l'Assemblée nationale, ainsi que le rapporteur du budget de la sécurité sociale, qui est l'un des rôles les plus importants de l'Assemblée. Le nouveau Front populaire, de son côté, a réussi à faire un coup de force grâce à une alliance avec l'IOT, un groupe centriste régionaliste qui se démarque régulièrement sur ses critiques envers le macronisme. Grâce à cette alliance, le NFP a conservé la présidence de la commission des finances, la plus importante de l'Assemblée nationale, ainsi que les affaires culturelles. Et tu as aussi Abo, Mangoli et Guettet, 2 membres de la France insoumise qui ont été élus à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que Yael Braun-Pivet, la présidente, elle a eu un peu le somme d'annoncer la nomination de ces 2 vice-présidences. Madame Nadège Abo Mangoli, 327 voix. Monsieur... Mais le vrai coup de force du NFP, c'est surtout 9 postes de secrétaire sur 12 dans le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc si on ajoute ces postes-là avec les postes de vice-présidence, on voit que le nouveau Front populaire obtient la majorité dans une instance qui s'appelle le bureau de l'Assemblée nationale, qui sert à organiser les travaux de l'Assemblée et à établir des sanctions disciplinaires. Et s'ils ont pu gagner, c'est parce que eux, ils sont restés jusqu'à 4 heures du matin à travailler à l'Assemblée nationale pour former une alliance avec le groupe Lyot. Ils ont profité du départ des élus RN et macronistes. D'où le fait qu'on retrouve d'ailleurs 2 Lyot dans le bureau malgré leur petit nombre de députés. Mais vu que dans tous les scrutins c'est extrêmement serré, en fait ce petit nombre de députés c'est faiseur de roi. Le RN, eux, ils ont rien obtenu, juste quelques postes de vice-présidence de commission, donc quasiment rien. Un échec qui est dû à leur stratégie qui a consisté à voter pour leur concurrent NFP et ainsi leur assurer la victoire, ce qui était un peu bizarre et ce qui met les journalistes un peu dans une situation de pourquoi vous avez fait ça. D'ailleurs, tous ces votes ont été accompagnés de polémiques. La démocratie française a été entachée tout à l'heure par un événement d'une brutalité démocratique absolument impensable. Une fraude a été organisée dans l'organisation du scrutin dans notre Assemblée. Et je veux donc le dire avec beaucoup de colère et de rage même. Honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude dans notre hémicycle. Honte à eux! Lors de l'élection des vice-présidents au premier tour, tu as eu 10 enveloppes en trop qui ont été comptées. Tu as donc certains députés qui ont essayé de faire du bourrage dur en espérant que ça passe. Évidemment, l'élection a été annulée et a été réorganisée. Mais ce n'est pas la seule potentielle fraude. Tu as eu aussi le vote, comme tu le sais, des ministres démissionnaires députés de la Macronie qui ont fait élire notamment Yael Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. On en parlait vendredi, mais le pouvoir exécutif des ministres est censé être séparé du pouvoir législatif des députés. Donc pour certains, ce vote des ministres n'aurait jamais dû avoir lieu. Évidemment, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, refuse de soumettre au vote un recours de cette affaire au Conseil constitutionnel, vu que c'est grâce à cet arrangement qu'elle a été élue. Le groupe Insoumis a donc posé lui-même un recours au Conseil constitutionnel qui devra prendre position sur la question. D'ailleurs, l'Assemblée nationale est toujours en recherche d'une majorité pour qu'il y ait un véritable gouvernement en France. Cette majorité devra forcément se faire dans un compromis entre le PS et les Républicains et avec les macronistes au centre. On a vu dans les derniers épisodes le rapprochement entre LR et les macronistes, confirmé par leur alliance dans ces élections à l'Assemblée. Et là, il y a un petit jeu de médias interposés qui se fait, qui montre que tu as aussi des avancées entre les macronistes et les gens du nouveau Front populaire. Enfin, certains.
Surtout François Ruffin en fait. Le député de la Somme a fait une vidéo de 4 minutes où il critique l'organisation du NFP qui n'arrive pas à s'entendre sur un nom pour Matignon. Et il parle aussi du fait que bon, il y a peut-être des compromis à aller chercher avec les macronistes pour essayer d'abroger la réforme retraite, essayer de choper le référendum d'initiative citoyenne, et il parle aussi de ceci. Une inversion du cours de l'histoire. Il peut y avoir des trucs positifs qui sortent du pouvoir, ce à quoi il ne croit plus. Donc même si c'était que ça, je prendrais. Mais si on a 5% en plus sur les salaires, au moins le rattrapage de ce qui a été bouffé ces dernières années par l'inflation pour les salariés du privé, je prends. Si jamais on a le référendum d'initiative citoyenne pour la démocratie, je prends, même si c'est pas l'idéal de la 6ème République. Bon. Une balle envoyée au camp macroniste qui a été reçue 5 sur 5 par Gérald Darmanin qui publiquement a pris position pour une augmentation du SMIC. Dans la même interview sur le journal de Bolloré, le ministre de l'Intérieur demande aux socialistes de se détacher de la France insoumise pour mettre sur la table les sujets de discussion vers une éventuelle coalition. Tubiana maintenant, tu sais, la candidate PS au poste de Premier ministre pour le nouveau Front Populaire, elle vient de jeter l'éponge après le refus des insoumis. Tout est donc à refaire pour l'Alliance. Et pendant ce temps-là, Macron, bien installé à l'Elysée, appelle à une trêve politique pour les Jeux Olympiques, préparant sans doute le terrain pour que Gabriel Attal reste Premier ministre tout l'été. L'autre polémique du moment, c'est Thomas Porte, un député insoumis qui a dénoncé la participation aux JO de Paris de la délégation israélienne. Il parle d'un 2 poids 2 mesures avec les athlètes russes qui viendront sans drapeau et sans hymne. Et là, évidemment, il y a eu l'habituelle levée de bouclier qu'on connaît bien depuis la séquence Palestine, avec notamment Darmanin qui partage son dégoût d'une telle déclaration. Pourtant, dans des clips de propagande largement diffusés, la participation des athlètes israéliens aux JO est utilisée par l'armée israélienne, coupable de crimes de guerre, pour recruter encore et encore. Et ça, alors que tu as un élargissement du conflit qui est en train de s'opérer entre Israël, les Houthis du Yémen et le Hezbollah du Liban. Au même moment, pour le passage de la flamme olympique, un policier applique l'ordre qu'il a reçu, celui d'empêcher tout drapeau palestinien d'être brandi. Le président israélien sera lui aussi à Paris lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On passe maintenant à l'actu internationale avec Déby. Enfin, c'est Déby qui a écrit. C'est moi qui reste là, mais c'est Déby qui a écrit, t'as capté. Est-ce que vous vous souvenez du discours de François Hollande qui annonce qu'il ne se représentera pas à la présidentielle? J'ai décidé de ne pas être candidat. J'ai décidé de ne pas être candidat. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Et bien globalement, les États-Unis ce week-end, ils ont eu le droit à leur version by Biden qui se retire de la course à la présidentielle avec une déclaration écrite. Dans sa lettre, il parle du bilan positif de son mandat. Il a mentionné la réduction des coûts des médicaments pour les seniors, l'extension des soins abordables et une législation plus stricte concernant les armes à feu, soit les points du programme sur lesquels les démocrates se distinguent des républicains. Biden a aussi parlé du bilan positif de la puissance du pays. Il a dit que les États-Unis se sont relevés de la pire crise économique depuis la Grande Dépression et que le pays est toujours en première position économique. Biden en conclut que les USA sont toujours en bonne position pour diriger le monde. Voilà, c'est littéralement écrit ça, on déconne pas. Hein. Biden rajoute que les États-Unis ont revitalisé et renforcé leur alliance avec le monde entier. Et que donc le bilan de tout le trouble géopolitique, c'est que ça a renforcé la position des États-Unis à l'échelle mondiale. Alors que Trump accuse Biden de s'enfoncer dans la guerre, Biden lui défend son bilan. Avec Joe hors course pour les élections, une vingtaine de républicains demandent sa démission avant novembre. Tu as notamment Vance, qui est le bras droit de Trump, qui a tweeté « Si Biden arrête sa campagne, comment justifie-t-il de rester président ?» La stratégie est claire là pour les républicains. Si Biden démissionne, ça veut dire que les démocrates sont décrédibilisés aux élections, la campagne est peut-être écourtée et ça veut dire que ça donnera l'avantage à Trump. Trump est déjà d'ailleurs le candidat républicain officiel, mais les démocrates, eux, ils doivent encore choisir fin août. Ils perdent donc un mois de campagne à cause des discussions internes pour désigner un candidat et donc pour le moment, ils n'avancent pas dans leur campagne et n'investissent pas les fonds publicitaires en plus d'avoir déjà perdu ceux qui étaient investis sur Biden. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a déjà lancé sa campagne hier dès l'annonce du retrait de Joe Biden. L'un de ses enjeux principaux pour cette campagne, c'est de bloquer tout challenger potentiel jusqu'à la convention fin août et de s'assurer un soutien d'un maximum de délégués. Oui, parce qu'il faut des délégués démocrates pour être investis
Pelosi. Il lui en faut quasi 2000 pour être garanti d'être nominé. Beaucoup parmi eux la soutiennent déjà, mais Pelosi et Obama, eux, sont restés silencieux pour l'instant. Sur la CNN, Trump a déclaré que Madame Harris serait plus facile à battre que Joe Biden ne l'aurait été. Les conseillers et les alliés de la campagne de Trump ont déclaré aux journalistes qu'ils n'étaient pas du tout inquiets à l'idée d'affronter Madame Harris parce qu'ils pouvaient simplement la rattacher au bilan de Biden. Dimanche après-midi, la chaîne YouTube officielle du Comité national républicain a déjà publié une vidéo de 2 minutes qui attaque Kamala Harris sur les politiques d'immigration, alléguant qu'elle a négligé cette question alors que Biden avait déclaré en mars 2021 que Kamala Harris mènerait les efforts avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. On suit évidemment l'affaire pour vous de très près. Dites-nous d'ailleurs par commentaire si une actu 100% élection états-unienne ça vous plairait. Comme ça, on va pouvoir vous concocter ça pour les prochaines. Allez, on termine là-dessus. Pensez à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Avec le financement par Tipeee, c'est les 2 meilleurs moyens de soutenir la chaîne. Allez, on se retrouve demain pour votre chronique média sur Hanouna. Et il y a plein de trucs à dire sur le sujet, vous allez voir. Sur ce, des bisous et à la prochaine.